Bonjour à vous, bien qu'étant généralement à l'ouest, je vous propose dans cette vidéo un petit voyage à l'est, plus précisément en Autriche, comme première étape d'un itinéraire de 4 vidéos et de 4 villes. Et qui dit voyage en Autriche ou en Allemagne, dit qu'il faut prendre une petite précaution. C'est bon, on n'en parle plus. Sérieusement, au lieu du vert de gris, il sera plutôt question ici de l'ancien empire d'Autriche-Hongrie. Ah, l'empire s'évalse son Danube bleu et sa fin lamentable en 1918. Une fin dont on va se demander si elle était évitable ou non. 95 ans avant que je ne fasse cette vidéo, l'empire d'Autriche-Hongrie s'est effondré. Il avait été l'une des principales puissances européennes pendant les 3 siècles précédents. Et la dynastie qui le fonda, celle des Habsbourg, fut l'une des plus puissantes au monde sur une plus longue durée encore, régnant sur l'empire germanique, les Pays-Bas, une partie d'Italie ainsi que l'Espagne et son empire latino-américain. Au début du XXe siècle, cette dynastie cumulait encore de nombreux titres de souveraineté, les deux arrivant en tête étant bien sûr les couronnes d'Autriche et de Hongrie, séparées en 1867 pour atténuer le séparatisme magyar. De 1848 à 1916, le long règne de François-Joseph semblait incarner un ordre immuable. À la fin, l'empereur s'allia à deux autres, le Kaiser allemand et le sultan turc, et tous trois se lancèrent dans une guerre où leur maison allait tout perdre. La défaite finale de l'Empire austro-hongrois vit apparaître des pays qui n'avaient jamais existé jusque-là, sous le nom et dans les frontières qu'ils reçurent, par exemple la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie. La Hongrie, l'un des plus anciens royaumes d'Europe, renaissait atrophié, après plus de 3 siècles de domination turque ou autrichienne. Aujourd'hui, 7 pays européens s'inscrivent entièrement dans les terres de l'ancien empire. L'Autriche, la Hongrie, les républiques tchèques et slovaques, la Slovénie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Le reste de l'empire défunt est partagé entre 5 autres pays. La Pologne, l'Ukraine, la Roumanie, la Serbie et l'Italie. 7 capitales européennes ont été des villes impériales. Ayant eu 12 jours pour les parcourir, j'ai décidé de n'en voir que 4, puisque la Slovénie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine peuvent être gardées pour un autre circuit, que je consacrerai éventuellement à la Yougoslavie. Il reste les 2 anciennes capitales de l'Empire, Vienne et Budapest, ainsi que ce qui fut la capitale du royaume de Hongrie à l'époque où celui-ci était largement envahi par les Turcs. Je veux parler de Bratislava. Et pour finir, Prague, qui fut l'une des plus illustres villes du monde slave occidental, mais aussi du monde germanique. 3 de ces villes sont sur le Danube et une sur la Vltava. Depuis les débuts de notre ère, ce coin d'Europe est régulièrement en position de frontière. C'était d'abord la frontière de l'Empire romain, Romains qui se sont quelquefois aventurés au nord du fleuve, dans l'actuelle Slovaquie, ou plus à l'est en Roumanie, qui à l'époque s'appelait la Dacie. Mais 1000 ans après, la frontière qui découpait la région séparait la domination musulmane turque et l'Europe catholique, autrichienne, hongroise ou polonaise. Vous pouvez voir ici une carte de l'Empire turc à la fin du XVIIe siècle. Beaucoup plus récemment, ces 4 pays ont été sur une autre ligne, qui n'était pas fluviale celle-là, c'était le rideau de fer. 3 d'entre eux, de la fin des années 40 à 1989, furent compris dans 2 démocraties populaires, la République socialiste tchécoslovaque et celle de Hongrie. L'Autriche, partagée comme l'Allemagne entre 4 zones d'occupation après 1945, fut évacuée tant par les soviétiques que par les alliés en 1955, et elle est devenue un pays neutre, ce qui explique pourquoi l'Autriche n'a rejoint l'Union européenne qu'en 1995, comme la Finlande et la Suède, et qu'elle n'est toujours pas membre de l'OTAN. Chanceux. J'assume entièrement le point de vue français avec lequel j'ai traversé ces 4 nations, ce qui n'empêche pas que j'y suis allé précisément pour avoir le point de vue local sur l'histoire mouvementée qu'ils ont connue au XXe siècle, voire avant, une histoire où la France n'a jamais été absente, et ce à tel point que la fin de l'Empire, suite à la Première Guerre mondiale, fut avant tout la victoire de la France, sa plus fidèle ennemie depuis François Ier. Peu de temps après la fin de l'Empire austro-hongrois, certains, comme Winston Churchill, que vous voyez ici, mais bon, sur une conférence qui n'a rien à voir, se sont demandé si les Franco-Britanniques n'avaient pas commis une erreur en abolissant l'Autriche-Hongrie, préparant ainsi l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938 et l'alliance des Hongrois avec le Troisième Reich. La monarchie Habsbourg incarne toujours la stabilité pour les nostalgiques d'aujourd'hui. C'est oublié qu'en déclarant la guerre à la Serbie en 1914, et en causant de fait la Première Guerre mondiale, l'Empire a largement provoqué sa propre fin, et ainsi que beaucoup d'instabilité. Au début du XXe siècle, un humain sur 3 vivait en Europe, et près d'un Européen sur 10 était sous l'autorité de Vienne. La ville comptait déjà 2 millions d'habitants, et pouvait rivaliser avec Paris, Berlin ou Londres. Aujourd'hui, l'agglomération a toujours la même population, et est la capitale d'un pays de 8 millions d'habitants. La fondation de Vienne est plus tardive que celle de Londres ou Lutèce. Vienne est d'abord un camp fortifié sous le bas empire romain. La ville ne borde pas directement le Danube mais un de ses canaux. Elle fera partie de l'empire de Charlemagne, dont le descendant Othon récupérera la Francie orientale, à partir de laquelle sera bâti l'empire romain germanique. Vienne restera une ville mineure de la marche orientale de l'empire germanique, avant que la dynastie Babenberg n'en fasse la capitale d'un duché indépendant, l'Österreich ou Autriche, au XIIe siècle,
en séparant ce duché de la Bavière. C'est également en ce siècle qu'est commencée la cathédrale Saint-Stéphane, que vous voyez ici avec un cadrage un peu virevoltant. Les Habsbourg allaient régner sur une grande partie de l'Europe, par alliance plus que par conquête militaire. Cette histoire laisse aussi profondément sa marque sur Vienne, ne serait-ce qu'avec le développement du palais du Hofburg, dans la ville elle-même où figure notamment l'école hippique espagnole, qui fut active dès le XVIe siècle. La construction de ce palais s'étirera sur 4 siècles, pour ne finir qu'au début du XXe, avec notamment l'Arc de Triomphe bâti en 1916, 2 ans avant que l'Empire ne disparaisse. Bon, ceci dit, on a bien construit un Arc de Triomphe à Paris, et quelques années plus tard, l'Empire napoléonien s'est effondré aussi. L'Autriche était la grande puissance catholique du monde germanique, ou la grande puissance germanique du monde catholique, c'est comme vous voulez, et de fait, elle s'est affrontée avec les États protestants d'Allemagne, ce qui a causé la guerre de 30 ans, où elle a affronté déjà la France. On voit donc qu'au XVIIe siècle, alors que l'union personnelle qui existait avec l'Espagne a été rompue, la position de l'Autriche comme grande puissance européenne n'était donc pas définitivement posée. Mais la principale menace pour l'Autriche sera orientale, à savoir l'Empire turc, qui tentera à 2 reprises de prendre la ville. La deuxième fois, en 1683, il semble en mesure d'y parvenir, avec près de 200 000 combattants aux portes de la cité. Une armée de secours polonaise, dirigée par le roi Jean III Sobieski, taille en pièces l'armée du sultan. En guise de remerciement, un siècle plus tard, l'Autriche participera à 3 reprises au dépeçage de la Pologne. Retenons bien un point. Les États n'ont pas de sentiments ni de principes, fût-ce la gratitude. Ils n'ont que des intérêts. Ce XVIIIe siècle viennois fut également le temps de figures célèbres, comme lui. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est un compositeur qui a commencé jeune et qui a fini jeune aussi. Enfin bon, si vous voyez vraiment pas. L'Autriche s'est alors confirmée comme une grande puissance européenne, au point que sa vieille rivale, la France, s'allie avec elle en 1756. L'impératrice Marie-Thérèse régnera 40 ans, jusqu'en 1780, sur ce territoire qui s'accroît des restes de la Pologne du Sud et des Pays-Bas catholiques. Vous avez ici une statue sur la place Marie-Thérèse, où vous voyez les représentations de ses conseillers, ainsi que les statues équestres de ses généraux. Après son règne, la dynastie change son nom en Habsbourg-Lorraine. Elle continue le palais de Schönbrunn, initié à la fin du XVIIe siècle, qui est une sorte de réponse autrichienne à Versailles, en un peu plus petit ceci dit, et c'est ce palais que vous voyez sur ces images. Mais l'alliance avec la France prendra fin, et la Révolution française en sonnera le glas définitif. Le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche et de Hongrie signent une menace contre la France lors de la déclaration de Pillnitz en 1791. Des fois que les Français auraient eu l'idée saugrenue de toucher à leur roi, puisqu'après tout, à cette époque-là, les Français étaient des gens assez partagés, et c'est d'ailleurs ainsi que Louis XVI finira. En réponse, l'Assemblée nationale française déclarera la guerre aux souverains de Vienne en avril 1792. La guerre tournera mal pour l'Autriche. La France prendra la rive gauche du Rhin en 1794, et après que Napoléon fut devenu consul puis empereur, l'Autriche devra subir l'humiliation à Austerlitz en 1805. Puis, au cours de la campagne de 1809, les armées françaises portent la guerre sur le territoire de l'Empire, et prendront 2 fois Vienne, là où les Turcs avaient échoué 2 fois. Mais les Français n'y trouveront pas que des victoires. Ainsi, connaissez-vous la bataille d'Aspern de mai 1809, tout près de Vienne ? Probablement pas, parce qu'en France, elle est connue sous le nom d'Essling, et est considérée généralement comme une bataille indécise, puisque Français et Autrichiens avaient les mêmes positions avant et après les combats. Les Autrichiens, eux, la considèrent comme une grande victoire, la première défaite de Napoléon et le refoulement d'un assaut français près de leur capitale. Le problème, du côté autrichien, est que cette bataille fut annulée moins de 7 semaines plus tard par la victoire française de Wagram. Il faudra le désastre de la campagne de Russie et l'engagement de toute l'Europe monarchique, des Prussiens aux Britanniques en passant par les Suédois, les Portugais, les Espagnols et bien sûr les Autrichiens, pour que l'Autriche retrouve ses provinces au Congrès de Vienne en 1815. La seconde moitié du 19e siècle fait figure d'âge d'or pour Vienne et l'Empire, et elle se voit toujours par son legs architectural, à l'extérieur comme à l'intérieur. D'ailleurs, en tant que voyageur, je vous conseille de voir les intérieurs de cafés et de restaurants à Vienne, ça peut être assez surprenant. Ce 19e siècle n'en a pas moins été violent. Ainsi, en 1848, l'Europe est traversée d'insurrections. À Paris, elle apporte la Seconde République. Mais Vienne se soulève aussi, réclamant la liberté de la presse et d'autres réformes libérales. Mais les troupes impériales reprendront la ville, tout comme elles écraseront la révolte hongroise démarrée la même année. Pour se venger, un Hongrois tentera même d'assassiner l'empereur François-Joseph en 1853, mais le manquera de peu. Ce ne sera pas le seul attentat qui frappera les Habsbourg, puisqu'il y eut aussi celui de l'impératrice Élisabeth, dite Sissi, en 1898. L'Empire restera cosmopolite, mélange de Germains, de Hongrois, de Slaves, mais aussi de Latins, comme les Roumains ou les Italiens. D'ailleurs, l'hymne que vous entendez est chanté en italien. Sa mélodie est celle du chant des Allemands, le Deutschlandlied, créé en 1797 alors que l'Empire romain germanique n'avait pas encore été aboli par Napoléon. Les paroles en furent changées pour devenir un hymne à l'empereur et aux Habsbourg, pendant que l'Empire allemand, proclamé à nos dépens en 1871, avait cet hymne-là.
Oui, c'est l'ère de God Save the Queen. Après 1918, le chant des Allemands redeviendra l'hymne de la République allemande, et l'est toujours aujourd'hui, à quelques couplets près. À la fin du 19e siècle, Vienne se couvrira comme d'autres capitales européennes de musées, et d'ailleurs aujourd'hui un quartier leur est presque entièrement dédié. Et les insurrections des Viennois n'auront pas été complètement Vienne, je veux dire vaines, car elles auront permis l'émergence d'une vie démocratique, avec l'élection de maires, comme par exemple Karl Lueger que vous voyez ici. Mais la fin de l'Empire laissera une Autriche profondément divisée sur sa raison d'être. Dans les années 1920, tout en ayant un parti socialiste important, Vienne sera le berceau d'un courant de pensée libéral, dit l'école de Vienne, initié par Ludwig von Mises puis Friedrich Hayek, qui s'exileront à Londres ensuite. En 1933, une parodie du régime italien est installée par le chancelier Dollfuss, portant le sobriquet d'austrofascisme. Il interdira les partis nazis, communistes et socialistes. Comme quoi, on peut mettre tout le monde d'accord sur un point. Cela n'empêche pas la tentation du rattachement à l'Allemagne de monter. En effet, le pan-germanisme, savoir l'idée de construire un seul État pour tous les peuples de langue allemande, donc l'Autriche, l'Allemagne, l'Alsace, etc., s'était déjà développé sous l'Empire Habsbourg. Et c'est donc à tort qu'on penserait que ce serait la fin de l'Empire Habsbourg qui aurait jeté les Autrichiens dans les bras de l'Allemagne. Cette idéologie existait déjà avant, même s'il est vrai que la défaite de l'Empire la propulsa. Un référendum sur le rattachement à l'Allemagne fut proposé puis annulé au printemps 1938, et le régime nazi, allemand celui-là, trouva un prétexte pour envahir l'Autriche. Le Mexique fut le seul pays à protester officiellement devant la Société des Nations, ce qui lui vaut d'avoir aujourd'hui un parc à son nom près du Danube. Le problème, c'est qu'en 1938, beaucoup d'Autrichiens n'avaient nullement protesté contre l'Anschluss. Mais alors pas du tout. Et l'invasion allemande se déroula en partie sous les vivas. La suite, nous la connaissons, et c'est pas très joyeux. Aujourd'hui, on trouve à Vienne, comme dans des villes allemandes par exemple, ces petites dalles dorées qui portent les noms de déportés juifs. L'Autriche n'en tirera pas moins, après la guerre, un statut de victime du nazisme, et on aura donc une dénazification incomplète dans ce pays, qui sera pointée entre autres par des artistes tels que Gottfried Helnwein. Si vous ne connaissez pas Gottfried Helnwein, et si vous pensez généralement que les artistes contemporains ne font que poser 3 planches une sur l'autre pour se faire féliciter par le ministère de la Culture, sachez qu'il y a des exceptions. La Vienne d'après-guerre, qui était la capitale d'un pays neutre, une ville d'espions, une ville musée, n'était plus l'objet de mon voyage. J'y ai quand même remarqué les affiches électorales pour les élections législatives du 29 septembre 2013, soit une semaine après celle d'Allemagne. Bien sûr, on trouvait les sociodémocrates, mais aussi les écologistes, qui font un peu office de gauche radicale dans un pays où le parti communiste fait très peu de voix. D'ailleurs, on peut remarquer le côté assez Marie-Antoinette de la candidate écologiste. Et on avait aussi l'armée mexicaine des partis de droite. Plus sérieusement, les retraites semblaient être l'un des sujets de préoccupation majeurs. Fin septembre, en France, on a commenté les résultats de l'élection autrichienne, principalement sous l'angle de la percée supposée de l'extrême droite. Je dis bien supposée parce qu'en Autriche, il y a plusieurs partis dits d'extrême droite. Il y a le FPE qui a nettement augmenté son score, il y a le BZE qui lui au contraire a chuté en score, et surtout en Autriche il faut savoir qu'il y a une sorte de coalition assumée chez eux, pas comme chez nous, entre l'équivalent de l'UMP et l'équivalent du PS. Le score de ce bloc centriste, on va dire, s'est globalement effrité au cours des années, mais on ne peut pas imputer entièrement cette évolution à la montée de ce qu'on appelle l'extrême droite, puisqu'il faut aussi compter avec l'apparition de nouvelles forces libérales plus ou moins centristes. Et puisqu'on parle de libéralisation, allons voir ce qui se passe de l'autre côté de l'ex-rideau de fer. Mais ce sera au prochain épisode avec la Hongrie. En attendant, je vous dis à bientôt, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz, hoch als Herrscher, hoch als Weiser, steht er in des Ruhmes Glanz. Liebe windet Lorbeerreise, ihm zu ewig grünem Kranz.